Pour beaucoup, il incarne le dernier des géants du XXe siècle. Mais mérite-t-il ce classement? Sa carrière avait pourtant si bien commencé. Mais ensuite, que s'est-il passé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Yehudi Menuhin est né en 1916 à New York, de parents récemment immigrés de Russie. Sa mère, à la forte personnalité, a décidé d'appeler son fils Yehudi, qui en hébreu signifie le juif. Suite à sa visite d'appartement à New York, lorsque la propriétaire lui a dit qu'il n'acceptait pas les juifs dans l'immeuble. Sa mère choisit ce prénom afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ses origines. Dès son plus jeune âge, la vie de Yehudi Menuhin semble déjà hors des sentiers battus. Lorsque sa mère lui demanda ce qu'il avait appris lors de son premier jour de classe, Yehudi répondit « rien ». Et sa mère le retira de l'école, le jour même. « J'ai passé à l'école une seule journée en tout et pour tout », se plaisait à dire Yehudi Menuhin. Avec ses deux sœurs, il fut donc éduqué à la maison par leur mère dévouée au succès de ses 3 enfants. Chaque heure correspondait à une activité déterminée et il n'était pas permis au divertissement de perturber notre emploi du temps, disait Menuhin. Yehudi Menuhin était également très encadré par l'un de ses tout premiers professeurs de violon, Louis Persinger. Comme le disait Menuhin, il se donnait un mal extraordinaire pour moi. Nous étudions ensemble 3 heures chaque matin et il n'hésitait pas à annuler ses concerts pour m'accompagner dans mes tournées. What he gave me as a musician was insight into music, where another teacher would have denied me the great works until I had attained whatever height was deemed coefficient with depth. Louis Persinger savait être strict avec son jeune élève, lui ayant un jour dit avec colère « Rentre chez toi, je ne veux plus te revoir ici avant que tu aies réfléchi à chaque note de chaque mouvement ». Yehudi Menuhin a ensuite étudié avec le célèbre compositeur et violoniste roumain George Enescu, qui lui a appris à se libérer avec le violon. La musique gypsy a toujours fasciné Menuhin, qui voulait s'affranchir d'une enfance trop réglementée et trop rigide. I think what delighted Yehudi with discovering gypsy music with Enescu, it wasn't the music, it was the gypsies. Enfant prodige, c'est incontestable. Voyons ce que l'on peut apprendre de sa technique, et surtout, que s'est-il passé ensuite? Avec Menuhin, chaque note est remplie d'émotions. Il joue tout avec intensité et passion. Rien n'est jamais banal avec lui. Tout est très intériorisé et vivant. J'admire beaucoup sa sonorité chaleureuse et sincère. En le voyant jouer, on remarque que son coude est très actif pour diriger son archet et créer sa respiration généreuse. Favorisé par sa posture très ouverte. On remarque que son menton est plutôt au-dessus du cordier, sachant que sa mentonnière n'est pas centrale mais plutôt sur le côté, ce qui inciterait plutôt à mettre le menton sur le côté, ce qui fait que son menton en fait repose sur pas grand-chose, qui joue un petit peu à la manière des baroques, sauf que eux n'ont pas de mentonnière. Tout son corps accompagne sa gestuelle d'un seul bloc. Son cadre corporel vraiment très aligné entre ses épaules et ses hanches, lui donnant une posture très noble. On remarque également ses démanchés très particuliers, très singuliers par rapport aux violonistes de sa génération, qui démanchent avec la note du haut, et lui c'est plutôt avec la note du bas. Et quand il descend, pour le coup, c'est avec la note du haut. Donc en fait, il fait un peu différemment de tous ceux de sa génération. Ce qui donne des démanchés très reconnaissables. Plus d'analyses, j'en envoie une par semaine de manière privée et gratuite à mes abonnés email. Cliquez le premier lien sous cette vidéo pour en profiter aussi. On note également sa grande vitesse d'archet, comme si vous voulez créer les phrases les plus longues et les plus ininterrompues possibles. Son tiré est plus soutenu que son poussé qui est plus suspendu. Cela vient en partie de sa tenue d'archet avec son poignet assez haut au talon,
Cela a pour conséquence parfois de casser l'élan qu'il crée dans les phrases lorsqu'il change d'archet au niveau du talon, un peu comme une vague qui se brise sur les rochers. J'en parlais dans ma vidéo sur les différences entre l'école russe et américaine, et Menuhin est le parfait exemple de la fusion entre les deux. Ayant une tenue d'archer à la russe avec sa main d'un seul bloc, et les doigts assez rapprochés et son poignet relativement haut au talon, ce qui crée parfois des coupures de son au niveau du talon lorsqu'il change d'archer. Donc si on joue à la russe avec les doigts rapprochés, on va être un petit peu obligé de jouer en moitié supérieure, comme Heifetz ou des gens comme Kogan. Si on a les doigts plus perpendiculaires, on peut plus jouer au talon. Et si on veut faire comme Menuhin, lui il a décidé de jouer au talon avec la méthode russe, avec la tenue russe, et donc ça donne un son beaucoup moins égal entre le tiré et le poussé, parce que le poussé devient plus faible que le tiré qui devient plus fort. C'est léger, mais malgré tout, ça finit par s'entendre, et surtout, c'est très reconnaissable. C'est comme ça qu'on reconnaît, entre autres, l'une des façons qui permettent de reconnaître Menuhin les yeux fermés. On a l'impression, quand il joue, qu'il vraiment, c'est tellement connecté à sa respiration, qu'on a l'impression que dans le tiré, c'est vraiment un fardeau qui se pose. Et aussi au niveau du vibrato, c'est vraiment, il y a une espèce de lâcher prise. Et là, côté beaucoup plus suspendu, ce qui encore une fois contribue légèrement à son inégalité entre le tiré et le poussé. Une autre caractéristique singulière de Menuhin, c'est son vibrato très large et assez rapide finalement, ce qui donne ce côté très passionné et enflammé typique de son jeu. On remarque l'intensité et la passion qu'il met dans chacune de ses notes, comme si c'était la dernière qu'il allait jouer. Albert Einstein, après l'avoir entendu en concert, aurait déclaré « Je sais maintenant que Dieu existe ». Enfant prodige, c'est incontestable. Sa transition entre l'enfant prodige intuitif et l'adulte plus cérébral a été très difficile pour lui, passant d'un jeu très intuitif et naturel à un jeu plus mental et moins fluide. Yehudi Menuhin s'est mis à tout remettre en question concernant sa manière de jouer du violon. Pour faire sonner un violon, il faut tout de même respecter certaines lois, certaines courtoisies, certaines approches. Et chaque fois que ça ne marche pas, autant que possible, prendre la responsabilité soi-même. Il disait lui-même « J'aurais aimé prendre des cours de violon avec David Oistrakh, à qui il n'hésitait pas à demander des conseils violonistiques. » Menuhin s'est mis à douter de tout et ne pouvait plus garder son archet à la corde sans se mettre à trembler et à perdre le contrôle. Il a tout essayé pour s'en sortir. Le yoga, les musiques du monde, et il se tourne alors vers la direction d'orchestre. Sie eilen die Achteln, sie hetzen, sie haben Zeit, aber immer dahinter sein. Comme le disait Menuhin, trop de jeunes talents sont gâchés par un mauvais enseignement. Il fonde alors sa propre école pour donner une éducation comme celle qu'il aurait aimé recevoir lui-même.
Il crée également la Menuhin Competition, He'd established a violin competition to attract the world's finest young players. un concours de jeunes virtuoses qui permet de découvrir, de déceler les jeunes talents. Ce qui peut paraître étonnant, sachant que Menuhin n'a jamais lui-même participé à un concours international. Et l'une des raisons, je pense, pour lesquelles il est devenu une telle légende du XXe siècle, c'est qu'il était très engagé politiquement, tout autant qu'artistiquement. Il joua pendant la Seconde Guerre mondiale auprès des soldats au front et des blessés dans les hôpitaux. Il prit également la défense du chef d'orchestre allemand Furtwängler, que l'on critiquait pour avoir prospéré sous le régime nazi. Il prit aussi position contre les régimes soviétiques et fit pression sur le gouvernement de Staline pour laisser Oistrakh et Rostropovitch se produire aux États-Unis. Il joua pour les réfugiés palestiniens et prit position en faveur d'un État unique, laïque, israélo-palestinien. Et il mena également des actions auprès de l'UNESCO, dont il devient membre en 1992 jusqu'à la fin de sa vie en 1999. Il s'est éteint à la veille du XXIe siècle. Sans aucun doute, c'était un grand homme, avec une vie riche et inspirante. Mais était-il un grand violoniste? À chacun d'en décider. Pour recevoir mes courriers privés, cliquez le premier sous cette vidéo. Vous recevrez un email par semaine pour vous aider à progresser plus vite. C'est gratuit et vous pouvez vous désabonner à tout moment.